Bonsoir, merci d'être au rendez-vous du club Le Figaro International. Un président français qui n'exclut plus d'envoyer des troupes au sol en Ukraine face à la Russie, un candidat à la présidence américaine qui encourage Vladimir Poutine à attaquer des membres de l'OTAN s'ils n'ont pas payé leur dû, il semble devenu urgent de réarmer l'Europe. Mais comment faire ? Sommes-nous capables de nous passer des États-Unis et à quelle échéance ? Comment procéder et à quel rythme face à un adversaire qui a déjà pris de l'avance ? Quelles sont les conditions de l'autonomie stratégique européenne ? Nous en débattons avec mes invités juste après le générique. Nicole Niesotto, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, professeur émérite au CNAM, le Centre national des arts et métiers, où vous étiez titulaire de la chaire sur l'Union européenne. Vous êtes une spécialiste des questions stratégiques. Vous avez notamment été le premier directeur de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne. Vous avez également siégé à la commission du livre blanc de la défense nationale et vous êtes l'auteur de nombreux livres sur les enjeux européens, notamment L'Europe, changer ou périr, paru en 2022 chez Talandier, ou encore sur le sujet qui nous occupe ce soir, Faut-il enterrer la défense européenne à la documentation française en 2014. Pierre Verluys, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en géopolitique, fondateur de diploweb.com, le premier site francophone de géopolitique. Vous enseignez cette matière à l'Université catholique de Lille. Après avoir dirigé pendant plus de 15 ans le séminaire de géopolitique de l'Union européenne et de l'OTAN à l'école de guerre, vous êtes l'auteur d'une trentaine d'ouvrages sur ces sujets, dont La géopolitique de l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural, aux presses universitaires de France en 2016. Véronique Guillermard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef adjointe du Figaro Économie, spécialiste des industries de défense, de l'aéronautique et du spatial, et vous êtes l'auteur, avec Yann Le Gallès, du Bal des ambitions, Avions, argent, armes et politique, paru chez Robert Laffont en 2009. Nicolas Barotte, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un habitué de cette émission, vous êtes le correspondant défense du Figaro, après avoir longtemps couvert la politique, puis avoir été notre correspondant à Berlin. Vous suivez de près à la fois les guerres en cours et les adaptations de l'outil de défense aux nouveaux défis de ces temps troublés. Alors je voudrais qu'on commence tout de suite en écoutant ce qu'a déclaré hier soir le président français Emmanuel Macron lors d'une conférence d'une vingtaine de pays européens, de chefs d'État européens, à Paris, sur l'aide à l'Ukraine. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Alors, les Européens doivent-ils vraiment se préparer à faire la guerre contre la Russie en Ukraine, Madame Niesotto ? Alors, ce qui est certain, c'est que les Européens ne peuvent pas accepter que la Russie arrive à Kiev. Autrement dit, je crois que la stratégie prioritaire des Européens, c'est de permettre à l'Ukraine de ne pas perdre. Je ne dis pas de gagner, parce que je ne sais pas ce que ça voudrait dire, mais en tout cas de ne pas perdre face à la Russie. Ça, c'est l'objectif premier. Oui. Si cet objectif n'était pas rempli, ce qui est quand même donc difficile à croire, avec tous les moyens qu'on y met, à ce moment-là, si la Russie arrivait à Kiev, ce serait un traumatisme profond. Vous voulez dire si elle occupait tout le pays ? Si elle occupait l'Ukraine. Oui. Ce serait un changement fondamental, un traumatisme profond pour la sécurité de l'Europe et la sécurité de la France. Et donc l'enjeu pour vous peut justifier d'avoir éventuellement un jour des troupes au sol ? Non. Je dis que simplement, si on n'arrive pas à faire en sorte que la Russie perde et n'occupe pas l'ensemble de l'Ukraine, alors ça veut dire qu'il faut se préparer à aller au-delà d'une défense de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il faut se battre contre la Russie pour qu'elle n'aille pas ailleurs. Mais comme notre objectif, c'est justement que ceci n'arrive pas, et que donc on ne soit pas obligé de mettre des troupes au sol, parce qu'on va permettre à l'Ukraine de gagner, la réponse à votre question serait que je dis non, on ne mettra pas des troupes au sol. Mais pourquoi ? Parce qu'on fera tout ce qu'il faut pour aider l'Ukraine à ne pas perdre. Oui. Pierre Verluys, votre analyse sur cette déclaration du président français ? Moi, ce qui me semble surtout intéressant, au-delà de cette petite phrase sur laquelle on peut gloser, mais le plus important, me semble-t-il, c'est le positionnement d'Emmanuel Macron sur le sujet Ukraine depuis 2 ans. Chacun se souvient qu'en février, mars, avril
2022, voire mai 2022, M. Macron avait un boulevard pour prendre le leadership sur la question, notamment parce que la France avait des responsabilités importantes. Finalement, il a voulu dialoguer longtemps avec M. Poutine sans beaucoup de résultats, et ça lui a coûté beaucoup en termes de crédit politique, au point que la France n'a pas pu s'opposer à l'ouverture d'une candidature de l'Ukraine. Aujourd'hui, il paraît isolé dans la position inverse. Aujourd'hui, il retombe sur ses pattes assez habilement en apparaissant, au moment où les États-Unis font défaut, comme un pays qui est capable de fédérer à Paris une vingtaine de dirigeants autour de l'idée on va aider l'Ukraine jusqu'au bout. Oui, mais sur les troupes, sur l'envoi de troupes au sol, il est tout seul, là. De toutes les capitales... De toute façon, on ne sort de l'ambiguïté sur ce genre de sujet qu'à son détriment. Donc. Il a parlé d'ambiguïté stratégique. Vous croyez qu'il y a une capacité de dissuasion dans cette déclaration du président français vis-à-vis de Poutine ? Je n'ai pas d'idée là-dessus. Ce que je sais simplement, c'est que de toute façon, il y a déjà des coopérations qui sont très poussées entre les pays occidentaux et l'Ukraine sur des sujets clés dont on ne parle jamais. C'est la question du renseignement, par exemple. Nicolas Barotte, sur cette déclaration d'Emmanuel Macron, comment vous l'analysez ? On a bien vu la gradation du président depuis plusieurs semaines, qui est de plus en plus dure vis-à-vis de la Russie. Il y a 15 jours, quand il recevait Volodymyr Zelensky, il soulignait la posture d'agressivité, d'agression de la Russie vis-à-vis de l'Europe et de la France. Un discours beaucoup plus dur. Là, il va un cran plus loin, en signifiant que le soutien de la France et des Européens ira au bout du bout, s'il le faut. À défaut de pouvoir envoyer plus d'armes et de munitions sur le terrain, à défaut de pouvoir offrir à l'Ukraine l'article 5 de l'OTAN, puisque l'Ukraine ne va pas rejoindre l'OTAN à court terme. Qu'est-ce qu'on fait pour un peu dissuader Poutine de surenchérir ? C'est le convaincre, si c'est possible, c'est pas garanti, que les Européens iront au bout s'il le faut. Et cette dissuasion vous paraît crédible, cette tentative de dissuasion ? C'est pas crédible si la France est seule. Et le problème, c'est que les autres Européens ont dit, y compris l'OTAN, on n'enverra pas de troupes au sol. Alors après, il y a une petite ambiguïté dans ce qu'a dit le président. C'est qu'on retient qu'il n'exclut rien sur les troupes au sol, mais en fait, il parle beaucoup de forces de sécurisation en Ukraine pour des missions précises, par exemple pour la production d'armement sur place, ou bien pour la frontière. Ça peut être peu de personnel, en fait. Une présence physique, mais très limitée, un peu dissuasive, parce que ça montre l'implication des Européens en Ukraine, un peu comme les Américains avaient avant la guerre. Ils avaient des soldats en Ukraine, de la formation, qui ont été retirés avant l'invasion. Et ce qui a aussi ouvert la voie, en fait. Il y a eu une déclaration un peu ambiguë du chancelier allemand Olaf Scholz, qui dit, en refusant de donner des missiles Taurus aux Ukrainiens, explique que, contrairement aux Français, aux Britanniques, qui participent à la gestion des cibles de leurs missiles Scalp qu'ils ont donnés aux Ukrainiens, les Allemands, nous, on ne peut pas le faire, dit-il. Est-ce qu'il laisse entendre, est-ce qu'il trahit un secret ? Est-ce qu'on a déjà des forces, même d'accompagnement, de co-gestion des cibles ? C'est un secret de polichinelle, en fait. Il y a déjà du partage de renseignements, comme vous l'avez dit, pour définir les cibles. On imagine bien que toutes les images satellites, par exemple, que peuvent recueillir les Américains, sont transmises ensuite aux Ukrainiens. À quel niveau est-ce qu'il y a de l'analyse ? Ça, on ne sait pas, mais en tout cas, la matière brute, elle est donnée. Pareil pour les missions de surveillance au-dessus de la mer Noire. La semaine dernière, le ministre Lecornu a dit d'ailleurs, il y a un avion français qui a été ciblé par un radar russe. C'est bien le signe que les Français écoutent, regardent ce qui se passe en Ukraine. Ça expliquerait le fait que la France soit de plus en plus ciblée par la Russie ? La Russie cherche les maillons faibles aussi au sein de l'Europe. Donc il a bien vu qu'en Allemagne, il y avait un sujet parce que l'opinion allemande est assez pacifiste. En fait, il y a une coalition qui est compliquée pour Olaf Scholz. Et donc il va titiller aussi avec des manœuvres en Allemagne. Mais en France, c'est pareil. Il y a un président qui a une majorité relative, qui est contesté. Donc tous les moyens sont bons pour la Russie, pour fragiliser la légitimité de Macron. Véronique Guillermard, dans les déclarations du président, il les justifie en partie par un durcissement de la Russie. Ça vous apparaît comme quelque chose de tangible ou finalement Poutine poursuit la ligne qu'il a menée depuis le début ? Je crois que, comme ça a été dit, le président Macron a une gradation dans son pays, un leadership plus affirmé au moment où le leadership américain est questionné, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque tout va dépendre du résultat des élections, puis les déclarations de Trump, comme l'a dit Nicolas, laissent à penser que l'Europe pourrait se retrouver toute seule. Donc il y a un leadership plus assumé de la France, qui est quand même une des très rares puissances nucléaires
européenne. Oui, on va parler de cet aspect. Bon, on a quand même un certain poids, une certaine légitimité. On a une armée qui est au combat depuis toujours, sous des formes différentes, mais qui est entraînée. Voilà. Et puis je pense que le président fait aussi allusion au fait qu'il y a déjà des coopérations avec l'industrie de l'armement ukrainienne, avec déjà des capacités de production communes, que ce soit des groupes allemands avec des entreprises ukrainiennes ou des entreprises on va aussi revenir sur européennes. cet aspect qui est important pour l'avenir. Est-ce que d'une manière générale, vous partagez le sentiment ici que la Russie représente une menace pour l'Europe en tant que telle, au-delà de l'Ukraine, Madame Niesotto? Oui, parce qu'il le dit lui-même, Monsieur Poutine. Il dit que, d'abord, il déteste les démocraties, il dénonce notre corruption, notre déclin éthique, etc., et qu'il veut reconquérir, non pas l'ensemble des territoires de l'ex-Union soviétique, mais qu'il a un côté, Grande Russie, qu'il reconnaît lui-même. Je voudrais, si vous le permettez, juste parce que tout à l'heure, je vous ai répondu sur le fond de la question, mais sur le commentaire des propos du président de la République. Moi, je crois, comme vous l'avez demandé, qu'il y a dans ses propos une volonté d'afficher une détermination vis-à-vis de la Russie, en lui disant « Ne croyez pas qu'on se laissera faire, on ira jusqu'au bout ». Ce faisant, c'est une maladresse incroyable. Parce qu'il est dans une conférence qu'il réunit à Paris, il essaye de reprendre un leadership, puisque les Américains veulent le quitter, et finalement, il se met à dos l'ensemble des partenaires de l'OTAN, le Premier ministre suédois, le président Scholz, le secrétaire général de l'OTAN, qui a dit qu'il n'en était pas question, et M. Poutine lui-même, qui dit que la France devient déraisonnable. Et donc, je trouve que c'est quand même très maladroit, parce qu'il a raison sur le fond. On ne peut pas laisser Poutine croire que les Européens seront munichois et laisseront l'Ukraine tomber. Donc il a raison de dissuader Poutine, mais la façon dont il le fait, à mon avis, se retourne complètement contre lui. Alors venons-en au cœur de notre sujet. C'est important pour l'Europe aujourd'hui de réarmer. Pierre Verluise, il y a vraiment un enjeu, vraiment une nécessité de se prendre en main sur le continent européen, compte tenu de ce qui a été dit sur le péril, le risque de changement aux États-Unis, etc. Je réponds à cette question et à celle que vous aviez formulée avant au sujet de la question de la menace russe. Oui. Si vous vous amusez à aller lire les 3000 et quelques pages en ligne sur le DiploWeb, vous aurez du mal à trouver une page où on a dit que M. Poutine était un héros de la démocratie et des droits de l'homme. Ça fait plus de 20 ans qu'on dit que la Russie de Poutine est une menace et un danger et un risque, sans beaucoup d'effets, à vrai dire, jusqu'en 2022. Je suis assez fasciné de voir combien de vestes ont été retournées depuis 2022 sur la question de la Russie. Le fond du sujet, c'est que nous avons été mauvais, collectivement, dans notre appréciation de la Russie. Le fond du sujet, c'est que nous avons été d'une indulgence extraordinaire sur un certain nombre de gens qui se faisaient le relais de la parole poutinienne. C'est ça le fond du sujet. Alors maintenant, le résultat, c'est que depuis 2022, à moins d'être complètement aveugle et sourd, on voit bien que oui, la Russie ne respecte pas le droit international. Or, la construction européenne est construite sur le droit, et c'est respectueux et respectable. Il suffit de voir les monuments aux morts de la Première et la Deuxième Guerre mondiale pour comprendre que ça a du sens de respecter les frontières de son voisin. Et la Russie de Poutine a pratiqué un certain nombre de crimes de guerre, comme chacun sait. Donc, oui, c'est une menace. Oui, on part de très loin, parce que, en fait, après la fin de la guerre froide, on a voulu toucher les dividendes de la guerre froide, donc durant les années 90 et 2000. A une belle expression, il appelle ça les 30 paresseuses. Oui, moi je parle d'hébétude stratégique, ce qui n'est pas beaucoup plus aimable. L'hébétude stratégique, c'est qu'on était complètement abrutis, tout simplement, collectivement. Des gens qui ont vu la réalité de M. Poutine, je peux vous en sortir un carnet d'adresses complet. Le problème, c'est qu'on n'a pas voulu les entendre. D'autre part, le fond du sujet, c'est qu'après la crise de 2008-2009 offert par les Américains a mis sous tension les budgets des États membres de l'UE qui ont réduit encore leurs efforts de défense. Donc en fait, on part de très loin parce qu'on est désarmé intellectuellement, et à mon avis, c'est le fond du sujet. Demander à un jeune bachelier aujourd'hui ce qu'il sait
de l'Empire russe, des tsars, de l'URSS et de la Russie post-soviétique, vous serez effondré. Parce que tout a été fait pour qu'ils n'en connaissent rien. Or, quand un jeune bachelier ne sait rien d'un pays qui est, quoi qu'on en dise, à l'est de l'Union européenne, et qu'il faut bien faire l'effort de connaître sa géographie, son histoire, c'est ça ses que vous appétences. appelez le réarmement intellectuel. C'est un minimum. C'est une question de connaissance. Tout à fait. C'est une question aussi de motivation. Il faut aussi être motivé, bien sûr, et il faut se donner les moyens de comprendre, de partager avec les autres États membres qui ont d'autres perceptions, ce que c'est que pour nous, tous, pays de l'Union européenne, la Russie, et là, il y a du chemin à faire. Vous posez la question à monsieur l'ambassadeur Pierre Vimont, quand en 2019, le président de la République française l'a nommé représentant pour relancer le dialogue avec monsieur Poutine, il s'est arraché les cheveux, parce qu'en 2019, 2020, 2021, personne ne comprenait en Europe centrale et orientale pourquoi monsieur Macron décidait de tendre la main à monsieur Poutine après le début de la guerre en 2014. Il est venu plusieurs fois dans cette émission et il nous l'a expliqué lui-même. Nicolas Barotte, sur l'aspect Europe sans les États-Unis, en termes de défense, est-ce qu'on est tout nu ? Oui, on est quasiment tout nu. Mis à part les Français et les Britanniques qui sont hors de l'Union européenne, il y a peu d'armées compétentes et prêtes à intervenir et qui ont l'expérience d'opération. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, pendant 30 ans, les Européens ont sous-traité leur défense aux Américains, avec des bases en Allemagne, avec le parapluie nucléaire, avec l'Alliance. Et l'Europe a cru que sa puissance économique serait suffisante pour assurer sa stabilité et sa sécurité. Et donc, effectivement, les pays ont désarmé, ils ont gardé quelques capacités, mais ils ne sont pas en mesure de... On voit sur ce tableau qu'il y a quand même quelques Européens parmi les 10 plus grandes armées ou les 10 premiers budgets militaires du monde. L'Allemagne, c'est un trompe-l'œil, par exemple. Parce qu'effectivement, budgétairement, ça pèse, même plus que la France, mais c'est une armée qui n'est pas employée, qui ne peut pas faire la guerre. Qui n'a pas d'expérience. Pas d'expérience, qui ne peut pas être employée en dehors de la défense de son territoire ou d'une action au sein de l'OTAN, et surtout qui est mal équipée en réalité. C'est que la plupart du budget allemand, ça passe en frais de fonctionnement en réalité, pas en matériel militaire. Et quand ils achètent des matériels, ils ne sont pas européens. Mais on reviendra sur ce point-là. C'est le problème de l'économie. Véronique, dans les exportateurs d'armes, le top 10 des ventes d'armes, les Européens sont bien placés. Ils ont la moitié La France est au 3e rang ou au 2e rang, ça dépend comment on compte, parce que c'est très difficile de savoir. C'est paradoxal qu'on soit un nain en termes de sécurité collective et qu'on soit tout de même assez bon dans la fabrication d'armements. Oui, mais c'est la première partie de la proposition qui explique la seconde. C'est que, conséquemment à ce qui vient d'être dit, la fin de la guerre froide, les dividendes de la paix, donc une industrie de la défense qui décroît parce que les budgets décroissent, et donc pour les industriels de l'armement qui produisent en petite série, comment être rentable ? À l'exportation. Point de salut hors de l'exportation qui permet de financer l'innovation pour des matériels très sophistiqués demandés par le pouvoir politique via les doctrines militaires, les lois de programmation militaire, etc. Et alors, est-ce que ça donne une bonne base pour justement réarmer l'Europe ? Le problème, c'est que pendant 30 ans, on était dans une logique de flux, mais de petits flux, petites séries, pour des petits besoins, à la fois pour fournir nos armées, mais aussi pour exporter, mais ce n'était pas des volumes énormes. Et là, du jour au lendemain, on demande à l'outil industriel de passer à la démultiplier. Il y a de l'inertie dans le système, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Surtout que ce sont des industries lourdes, c'est pas... Oui, ça nécessite de réaugmenter les stocks de matières premières, il y a des dépendances de l'étranger qu'on a pu constater. Ça nécessite d'investir, donc il faut avoir accès au financement, notamment bancaire. Or, on connaît la réticence des banques à financer l'industrie de l'armement. Et puis, troisième point qui n'est pas à négliger, c'est qu'il faut, des effectifs supplémentaires, des gens formés. Or, l'éducation nationale, les pays européens de façon générale, mais en France particulièrement, on a désinvesti dans les filières techniques et donc on ne forme plus de forgerons, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais on n'a plus tellement de grands spécialistes de la technique. Et donc les entreprises sont obligées de former elles-mêmes leurs techniciens, ouvriers spécialisés. On a de bonnes écoles d'ingénieurs, mais il y a un trou dans la raquette.
Alors on va voir comment passer à cette espèce d'économie de guerre dont Emmanuel Macron prétend que la France y est passée depuis 2 ans. On va écouter de nouveau ce que disait le président français lorsqu'il a reçu Volodymyr Zelensky le 16 février dernier à Paris. Je souhaite en particulier que la France et l'Union européenne continuent de s'adapter au contexte nouveau qui est le nôtre. Cela supposera un effort résolu de réarmement en termes de doctrine et de moyens. Il s'agit là d'un nouveau test pour l'Union européenne, mais l'issue de la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine sera décisive pour nos intérêts, nos valeurs, notre sécurité et notre modèle de société. Oui, l'Europe doit investir davantage, encore à une autre échelle et dans la durée. Qu'est-ce que ça veut dire un réarmement en termes de doctrine, comme l'a dit à l'instant le président ? Il n'y a pas de doctrine de l'Union européenne en matière de défense. Il y a une doctrine OTAN. Et je voudrais rappeler simplement que si les Français se sont effectivement trouvés jusqu'en 2019 en porte-à-faux par rapport à nos partenaires européens qui avaient compris que la Russie était une menace, alors que nous, on essayait encore de trouver C'est surtout le bloc de l'Est, enfin l'ancien bloc de l'Est, bien sûr. En revanche, sur le plan de la défense, c'est nous qui avions raison. Nous demandons que l'Europe se dote d'une politique de défense commune, je dirais presque depuis le général de Gaulle. Ce sont les Polonais et autres pays de l'Est qui n'en voulaient pas. Qui s'étaient mis sous le parapluie américain. Absolument. Donc il n'y a pas de doctrine européenne de défense. Il y a une doctrine OTAN, il y a une stratégie nucléaire de l'OTAN, donc il y a une doctrine américaine. Et la question que vous posez, est-ce que l'Europe peut se réarmer ? Elle dépendra... sur le plan politique, elle dépendra de l'attitude des États-Unis, mais sur le plan pratique, technique, industriel, moi je n'ai strictement aucun doute. La seule difficulté, il y a beaucoup de difficultés, mais la vraie difficulté, c'est qu'en matière d'industrie de défense, il n'y a que 7 pays européens qui sont, entre guillemets, compétents, qui ont une vraie industrie de défense. Et donc, cela doit faire un effort supplémentaire, très important. C'est pour ça que Thierry Breton, notre commissaire à la Défense, a proposé la création d'un fonds de 100 milliards d'euros pour booster un petit peu les industries européennes d'armement, ce qui serait très utile. Le problème, c'est que les autres pays qui n'ont pas d'industrie d'armement vont se dire, et nous, dans l'histoire, qu'est-ce qu'on a des 100 milliards ? Il faut leur répondre, vous serez couverts par la défense européenne. Mais moi, je crois que la défense européenne, c'est pas une question de financement, ça n'est même pas une question de production. Encore que si on produit des armes, il faut que les États les achètent. Oui. Parce que les armements, c'est pas des chaussures. Donc, il n'y a pas de clients. Il n'y a que 27 clients dans l'Union européenne. Donc, il faut que les États soient prêts à acheter. Donc, augmenter leur budget de défense. Là, on est à 2%, il faut passer à 4%. Mais donc, je ne vois pas de difficulté vraiment sur ces matières-là. Je vois une vraie difficulté politique. C'est-à-dire, si on veut faire une défense européenne et si on met l'argent pour cela, la vraie question, c'est et qui va la commander ? Qui va la commander ? On ne peut pas avoir 27 commandants en chef. On ne peut pas avoir 27 chefs d'état-major. Il faut une chaîne de commandement unique si on est sérieux en matière militaire. En même temps, c'est un élément clé de souveraineté. À qui peut-on demander de renoncer à cette souveraineté-là ? Alors, dans l'OTAN, c'est facile. Parce que, d'abord, d'une part, dans l'OTAN, aucun des pays ne renonce à sa souveraineté. Ils ont délégué... On peut imaginer un modèle décliné ou même emboîté dans l'OTAN. Non, parce que dans l'OTAN, tout le monde accepte le commandement américain parce qu'ils ont prouvé sous 2 guerres mondiales qu'ils étaient capables, et deuxièmement, parce qu'ils ont une telle puissance militaire, et notamment nucléaire, dont ils couvrent le territoire européen, que leur leadership, aussi bien politique que militaire, est légitime. Si vous prenez les Européens, qu'est-ce qui est légitime en Europe et qu'est-ce qui est plus militairement capable que d'autres ? Les Allemands sont, à mon avis, discriminés par leur passé militaire. Et contraints par leurs institutions. Les Anglais pourraient être légitimes, enfin, ils ne sont plus dans l'Union européenne. Alors, ils sont encore dans l'OTAN, ils ont des grands postes de commandement, mais ils ne sont pas dans l'Union européenne. Et puis, quand même, tous les reportages que l'on voit sur l'armée britannique sont loin d'être éloquents sur la qualité de cette armée, c'est plutôt l'inverse. Et donc, il resterait la France en légitimité d'un commandement la France européen. avec 70 canons et 220 chars. Non, mais c'est surtout pas non plus politiquement, terrifiant. Personne n'acceptera un leadership français, en tout cas, n'acceptera facilement un leadership Alors, français. ce que vous dites, Mme militaire. Lesotho, c'est vertigineux. Non, je dis si que demain les simplement... États-Unis se débranchent de l'OTAN,
Qu'est-ce qui se passe, Pierre? Ça va être très compliqué, mais ils ne se Mais oui, débrancheront pas de l'OTAN aussi facilement que ça. Et pour C'est rajouter quand même, une si couche Donald Trump est élu, il n'a quand même pas fait mystère de ses Oui. intentions. Non, Oui, enfin, Et même si le Congrès américain a passé une loi pour interdire au président de se retirer unilatéralement, on peut désamorcer la capacité de dissuasion de l'OTAN d'une simple phrase. il suffit de générer de la défiance au lieu de générer de la confiance. Oui. On est d'accord là-dessus. Mais pour aller dans le sens de ce qui a été dit et en rajouter une couche, j'ajouterais qu'avant 2022, déjà, l'Union européenne était menacée d'une forme d'effacement démographique, parce que le poids de l'Union européenne dans le monde, en termes de population, diminue considérablement. En termes économiques, parce que la part de l'UE dans la production mondiale diminue considérablement, notamment sous l'effet des émergents. Et avant 2022, en termes de désir de puissance, l'Union européenne se tournait plus vers les États-Unis et l'OTAN, remettant sa peau dans la main des États-Unis. Dans un sens, M. Poutine nous rend un immense service, parce qu'il nous pousse dans les cordes. Il nous pousse dans les cordes. Et la question, c'est jusqu'où allons-nous mettre un genou à terre avant de rebondir ? Il faut qu'on en prenne combien de coups dans la figure pour comprendre que Voilà, ça notre semble être sécurité amorcé quand même, est en jeu. la volonté de se redresser. Ça semble être amorcé, et la question c'est est-ce que c'est suffisant ou pas ? J'ai pas la réponse, Oui. mais ce qui se joue en fait c'est ça. Ce qui se joue c'est est-ce qu'on va être capable Mais de on est faire que des- passer à la poubelle de l'histoire 3 décennies d'abrutissement stratégique collectif pour enfin se ressaisir. C'est ça Mais le si on sujet. est au début de ce processus, on n'est certainement pas à la fin. Alors comment faut-il procéder? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut s'organiser? Véronique Guillermard. ça passe. Bon, il faut déjà redéfinir notre doctrine, Mhm. dont découlent les moyens qu'on met en place. Ensuite, faut. Qu'est-ce qu'il faut effectivement, changer dans la il faut doctrine? plus d'argent pour Il faut une l'industrie doctrine, déjà. Oui. de défense. Mais Et là, puis, vous parlez de l'Europe, de la France. De façon générale, en Europe, il faut des commandes régulières, importantes, qui Qui peuvent justifient. être que des commandes d'État sur le long terme. Ce sont les États qui commandent toujours, oui. Il y a qu'un seul C'est comme client, ça, en fait. c'est comme ça qu'on relance une industrie de défense. Oui, et puis il faut s'inscrire dans la durée, parce que si on passe des commandes massives pendant 2-3 ans et qu'après on arrête tout, on met à terre tout un effort industriel qui aurait été fait par les entreprises qui auront recruté, investi, acheté de nouvelles machines, remis en cause, reparti, rebondi. Est-ce qu'il y a des leçons Donc, il à faut de prendre la- chez Vladimir Poutine, pardon du caractère un peu iconoclaste de la question, mais c'est en termes de passage en économie de guerre, de relance de l'industrie de l'armement, Nicolas Baron? Il y a un élément de volonté, c'est que économiquement, la Russie pèse peu, en fait, en termes de PIB. Pendant des années, on a dit... la Le Russie n'est budget pas une menace. russe, c'est moins que le budget Voilà. de la défense, c'est moins que le budget français et allemand ajouté. Et c'est pour ça que les C'est Européens 106 milliards ne d'euros, croyaient pas à la menace russe en disant 130. l'économie russe est trop faible pour être une vraie menace. Mais ce qui compte, c'est la détermination. Et Poutine a montré que s'il le veut, même si c'est irrationnel, il peut y aller. Et même si son armée est déficiente, il peut continuer. C'est ce qui manque. Et il a aux transformé Européens. une usine de boulangerie en usine de drones. Ce qui manque aux Européens, c'est aussi du dialogue politique entre les quelques grands pays, les Français, les Allemands, les Italiens. Il faut se parler pour avoir des lignes communes. On voit bien que pour les Italiens, ce qui compte, c'est la Méditerranée, que les Allemands sont pris par leur passé, leur système politique. D'ailleurs, Olaf Scholz l'a dit lui-même il y a quelques semaines dans Die Zeit, il dit « l'Allemagne est une puissance moyenne ». Quand on commence comme ça, on n'est pas très crédible. Et les Français, effectivement, vous l'avez dit, ont zigzagué sur une ligne de dialogue avec la Russie ou non, créant de la défiance au sein de l'Europe. Tant qu'entre dirigeants européens, il n'y aura pas un accord politique, une volonté pour aller ensemble et avoir un message commun, ça ne pourra pas avancer. Et hier, ce qui est frappant, c'est que Macron parle seul, en fait. Il réunit des dirigeants européens, mais il est seul pour sa conférence de presse. C'est assez étonnant, en réalité. Ouais. Mais alors, justement, ces divergences de doctrine, d'objectifs, même de besoins, elles vont demeurer. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux commencer par des choses très pragmatiques, des achats en commun, des obligations de construire ou d'acheter européen? Je sais que Il est clair que Pierre quand la Verluise. Pologne, en 2002, a reçu son bon d'invitation pour l'UE en 2004, dans les semaines qui ont suivi, elle a acheté des avions aux États-Unis. Vous vous souvenez peut-être, ça avait suscité quelques émotions. Donc, il y c'est a pareil avec les 100 milliards de l'Allemagne. un moment, un arbitrage autour de la question à qui nous achetons. Alors, est-ce qu'il faut le faire sous forme de contrainte ou je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est une question très complexe, mais
s'imaginer qu'on peut développer une industrie ou des industries de défense européennes sans avoir une incitation sérieuse à acheter européen, c'est un non-sens. Ouais. Est-ce qu'il faut commencer par la base? Est-ce qu'il faut commencer par l'interopérabilité entre les armées européennes, plutôt que de se fixer des objectifs très intellectuels et plus difficiles? On a déjà un problème aussi de délai, c'est qu'il y a une urgence aujourd'hui. Les États veulent réarmer aujourd'hui. Et pour que l'Europe puisse produire, il faut 2 ans, 3 ans, 4 ans. Effectivement, dans 4 ans, je n'ai aucun doute que l'industrie européenne pourra produire du César, des munitions. Y compris toutes les munitions dont l'Ukraine a besoin? Il faudra combien de temps, précisément? Cette année, la défense européenne, c'est pas de tout faire en européen. La défense européenne, c'est d'être d'accord entre Européens pour mourir ensemble. C'est ça. Il s'agit pas. C'était pas l'annonce du projet européen initial. Mais non, mais c'est ça la réalité d'aujourd'hui. Si on fait une défense commune, c'est pour se défendre. Et donc, c'est pour prendre ensemble un risque de mort. C'est ça, le contrat de base de la défense européenne, c'est accepter de mourir les uns pour les autres. Si demain Poutine attaque l'Estonie et que Donald Trump dit non, moi ça m'intéresse pas, l'Estonie c'est un petit pays, tant pis. Il faut savoir si les Européens sont prêts à mourir pour défendre l'Estonie. Et donc c'est d'abord un pacte politique très important, existentiel. Et ce pacte-là, pour l'instant, il n'existe pas. Mais la base juridique existe. Ce pacte politique que vous décrivez, il est quand même très difficile à vendre par les politiques aux opinions publiques. Alors ça, c'est le deuxième problème. Mais il faut d'abord qu'il soit vendu entre chefs d'État européens. On a une base juridique, puisque dans le traité de Lisbonne, qui est le traité de l'Union européenne, on a un article 5, un article qui dit, si un des pays est attaqué, 42.7. Voilà, les autres doivent lui porter assistance par tous les moyens militaires. Et même, il faut le dire, plus automatique encore que l'article 5 de l'OTAN. Il y a vraiment une obligation de solidarité. Voilà. Donc, on a la base juridique. Donc, il suffit d'être d'accord pour passer, effectivement, à une doctrine qui est toute simple, qui est défendre l'Europe. C'est tout. La doctrine de défense des Européens, c'est pas d'aller attaquer ou qui que ce soit, c'est de défendre l'Europe. Donc la doctrine, elle est simple. Ensuite, la question, c'est avec quels moyens. Alors évidemment, si on a 6 mois pour le faire, il faut compter uniquement, pratiquement, sur les moyens français, britanniques, un peu espagnols, italiens, mais c'est quand même essentiellement les Français et les Britanniques qui seront à la manœuvre. Ouais. Si on a 2 ou 3 ans pour le faire, on peut parfaitement, moi je ne vois pas d'obstacle insurmontable à la création d'une politique, d'une défense commune. Le vrai obstacle, encore une fois, ce sont les États-Unis. Pourquoi ? Parce que je ne crois pas qu'une seconde que Trump va dire « Bon, écoutez, moi c'est fini, c'est clair et net, je m'en vais ». Il va rester dans l'ambiguïté. Il va dire « Je reste dans l'OTAN, mais il faut que vous augmentiez fort l'ambiguïté. Si, parce que les Américains ont investi depuis 70 ans dans cette organisation. Ils en payent 70% du budget. Ils ne vont pas laisser comme ça tout cela inachevé, d'autant que ça leur sert pour leurs interventions éventuelles pour protéger Israël dans le Sud ou pour intervenir dans le Sud. Donc, moi, je ne crois pas que Donald Trump va dire « c'est fini ». Mais il va laisser une ambiguïté. Et c'est là où est le vrai danger, je crois, pour les Européens, c'est que vous avez 2 clans. Il y a ceux qui pensent que Dieu merci, Trump ne va pas être élu, ou que Dieu merci, quand il est élu, il va se rendre compte que ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas la peine d'aller trop loin en matière de défense, parce qu'on ne ferait qu'encourager le départ des Américains si on était vraiment sérieux. Et puis il y a l'autre clan porté par la France qui dit mais quoi qu'il arrive aux États-Unis, que ce soit Trump ou Biden, on ne peut pas supposer que dans 2 siècles, ça fait déjà presque un siècle, on va fêter les 80 ans de l'OTAN, on ne peut pas supposer que dans 2 siècles l'OTAN sera encore là. Donc il est temps qu'on se prenne en main et qu'on se défende nous-mêmes contre toute menace, y compris la menace russe. Et c'est ça, je crois, aujourd'hui, le vrai problème, me semble-t-il, pour la défense européenne, c'est cette ambiguïté des Européens vis-à-vis des Américains. Comme ils espèrent toujours que le pire n'aura pas lieu, ils ne se préparent pas au meilleur de l'Europe. Donc on pourrait dire que si Donald Trump est élu, finalement, c'est une chance pour la défense européenne ? Paradoxalement, oui, bien sûr. Paradoxalement, oui, bien sûr. C'est un risque, donc c'est une chance. D'accord. Véronique Guillermard. Ce que je voulais dire par rapport à l'OTAN, etc., et l'impact pour les Américains, il ne faut pas oublier que ça profite énormément aux industries d'armement américaines. Sur les 100 milliards qui ont été dépensés là, en 2 ans par les pays de l'Union, il y a 63%
qui sont du procurement, enfin de l'achat d'équipements, de chars Abrams, de missiles Patriot, d'hélicoptères de transport lourd, etc. etc. Alors, vous m'avez tous un peu surpris parce que vous avez parlé de 2-3 ans pour relancer la machine industrielle. Non, elle est relancée l'armement. déjà. Elle est relancée. Ça suffit vraiment? Dans 2-3 ans, on sera plein régime? J'ai pas dit ça. J'ai dit que les industriels de l'armement avaient accéléré d'ores et déjà. On le constate. On voit et bien même les Américains n'arrivent pas à fournir le nombre d'obus dont les Ukrainiens ont oui, besoin. parce qu'il y a une consommation qui est énorme. C'est l'attrition du matériel qui fait qu'il faut avoir des stocks. Or, on n'avait quasiment pas de stock. On prend sur nos propres stocks de nos forces pour donner à l'Ukraine, mais du coup, on est confronté à deux problématiques. Il faut regonfler nos stocks pour ne pas être démunis et continuer à livrer l'Ukraine. Et l'Ukraine est comme un ogre. Elle a besoin d'énormément de munitions, d'énormément de missiles, courtes, moyennes portées. Elle a besoin de chars, elle a besoin d'avions, en tout cas elle en réclame. Ouais. Elle a besoin de tout. Donc on est en train de courir après le besoin tout le temps. Mais l'augmentation déjà accomplie, réalisée, elle est de quel ordre ? Bon, on constate des triplements de cadence de production. Pour le canon César, par exemple, on a 8 par mois. Actuellement, on était à 2 par mois en février 2022, au moment où la guerre en Ukraine s'est déclenchée. Pour les obus, c'est pareil, on a triplé quasiment. Les 15 usines européennes vont être en capacité l'année prochaine de fournir 3 millions d'obus. On était à peine à 1 million il y a 2 ans. Donc on ne peut pas dire qu'on ne fait rien. D'accord. Mais évidemment, le besoin est tellement énorme. Est-ce qu'on peut qualifier ça de passage à l'économie de guerre ? À une économie de guerre ? Non. Non, pour vous ? Moi, je ne comprends pas que l'économie de guerre, c'est tous les moyens industriels d'un pays mis au service des armées. L'économie de guerre, c'est des réquisitions. Oui, c'est ça. C'est le taxi de la Marne, quoi. On réquisitionne, l'État prend en charge l'économie du pays, on ne construit plus de rouges à lèvres, mais uniquement des chars. Enfin, c'est absurde, on n'est pas dans cette situation-là. On fait des chars à la place. C'est juste un slogan. C'est un slogan. Comment on fabrique... Merci, d'ailleurs. Oui, oui. Mais on va peut-être y venir. Comment on fabrique une industrie commune? Comment on convainc les armées d'acheter des matériels similaires, interopérables? Comment on fait tout ça? Est-ce que c'est une préoccupation des états-majors? Bien sûr, c'est une préoccupation au sein de l'OTAN majeure, que tous les systèmes puissent communiquer entre eux, avec une difficulté assez majeure, c'est la technologie. En fait, plus on progresse dans la technologie, plus c'est compliqué de faire travailler entre eux des systèmes qui n'ont pas la même maturité. Et on voit bien que les systèmes très technologiques sont performants tout seuls et ont plus de mal à partager de l'information avec les autres. D'où la tendance à aller acheter américain qui a le meilleur standard. Après, il faut juste imposer des normes. En réalité, c'est aussi un travail politique au sein de l'Union européenne pour dire il nous faut tel type de matériel. Mais là, on retombe sur le problème politique. Quand on parle, par exemple, des projets communs franco-allemands, le char du futur, GCS, on pourrait se dire, effectivement, ça a du sens, mais c'est encalminé, ça n'avance pas, parce que la France et l'Allemagne ne sont pas d'accord sur quel char, comment, pourquoi, etc. Il y a aussi des petits problèmes d'échange de secrets technologiques, de secrets industriels. De propriété intellectuelle. On le voit sur l'IA, par exemple. Comment on surmonte ça? C'est vraiment sur un mode bilatéral, en négociant avec les Allemands, ou bien on peut instaurer un cadre européen de... Il faut assumer qu'il y ait des industries qui soient un peu leaders, qui aient la technologie, qui soient locomotives, en fait. Voilà, mais à nouveau, l'Europe, c'est pas construit. Ça veut dire qu'ils tirent aussi les bénéfices de tel ou tel type d'armement. Pendant 30 ans, l'Europe s'est construite sur l'idée que chacun doit récupérer une partie proportionnelle de la richesse des investissements. Si on dit il y a un leader, une locomotive, il faut accepter que les autres n'en tirent pas des bénéfices économiques immédiats. Et plus ce marché augmente, plus il peut aiguiser aussi l'appétit américain dont vous parliez, c'est-à-dire que les pays qui veulent rester dans les petits papiers de Washington ne vont pas négliger les propositions des Américains dans les offres d'armement, n'est-ce pas? Oui, mais il y a 12 pays de l'Union européenne qui ont acheté le F-35 américain, alors qu'il y a une offre de 3 avions de combat européens. Il y a le Rafale français, l'Eurofighter qui est européen et le Gripen suédois. Bon. Donc il y a 12 pays qui ont acheté sont des équivalents, le F-35. Plus ou moins équivalents? Oui, ça, des avions à peu près de la même génération. Je ne suis pas rentrée dans les détails techniques, mais bon, on a une offre importante en Europe et on constate que 12 pays de l'Union achètent le F-35. Il y en a 5
qui ont acheté l'Eurofighter et 3 qui ont acheté le Rafale, dont la France, Il y a- le pays d'origine du Rafale. Pierre Donc, Verlu. Il y a une part de technique, bien sûr, Mhm. il y a une part de politique et puis il y a une part de fantasme aussi. Oui. C'est-à-dire que imaginez que vous ayez vécu 4 décennies derrière le rideau de fer comme un Polonais. Vous entrez dans l'Union européenne après être entré dans l'OTAN en 1999, dans l'UE en 2004. Vous rentrez dans l'OTAN, vous n'avez qu'un rêve, c'est d'acheter du matériel américain. C'est une affaire de fantasme, tout ça. Hmm. Donc, Et et, aussi les fantasmes, d'intérêt, ça fait la d'intérêt, politique. quand même. Et ça fait du business. Donc, le fond du sujet, c'est est-ce qu'on est capable ou pas de générer du rêve, de l'envie, un projet collectif. C'est ça le sujet. Mhm. Et alors, ce rêve-là, on en vient à mon dernier point. Est-ce que ça s'appelle l'autonomie stratégique de l'Europe? Ça existe, l'autonomie stratégique de l'Europe? Ça, c'est un terme, il n'y a que les Français Nicolas qui en Barrot. parlent réellement, en fait. Et pourquoi? Parce qu'on l'a dit, parce que ça fait peur à beaucoup d'Européens qui entendent autonomie comme prise de distance avec les États-Unis. Donc, encore une fois, là-dessus, on a besoin de l'élection de Donald Trump. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'il a déjà été élu, Trump, en Oui. réalité. Et qu'à ce moment-là, on se souvient que les dirigeants européens, y compris Angela Merkel, disaient il faut se rendre compte que peut-être on ne pourra pas assurer notre sécurité avec les États-Unis, il faut réfléchir différemment. Elle l'avait dit au moment d'un G7, mais ça n'a pas été suivi d'effet, en réalité. Donc la prise de conscience, elle a 5 ans de retard, en réalité. Parce que certains pays peuvent être fondés à penser que s'ils atteignent les niveaux de dépenses militaires exigés par Washington, au minimum 2%, 3% en 2030, eh bien, tout ira bien et les Américains resteront comme protecteurs ultimes de l'Europe. Moi, je Nicolas crois que c'est le problème. C'est-à-dire que ça fait 70 ans que les Européens ont délégué aux États-Unis, dans le cadre de l'OTAN, leur défense. Mhm. Et ça a formidablement bien marché, puisque pendant ce temps-là, l'Union européenne a pu devenir la première puissance économique et commerciale du monde en 2000. Donc, les Européens sont très contents de leur investissement minimal dans l'OTAN. Ils ne veulent pas que ça change. On peut parfaitement les comprendre, d'autant que la puissance américaine, c'est quand même 40% des dépenses militaires mondiales. Donc, c'est quand même sérieux. Et donc, les Européens n'ont qu'un objectif, je crois, à part les Français. Le seul objectif des Européens, c'est que ça dure. Et que donc, il faut garder l'Amérique dans l'OTAN. Il faut que Trump reste dans l'OTAN s'il est Quitte à élu. payer, quoi. Quitte à payer, c'est pas grave, on s'endettera et on renoncera aux 3% ou 60%, etc. Ça, c'est, je crois, l'objectif de la majorité des Européens, en particulier des Européens de l'Est, mais pas seulement, parce que d'une part, c'est rassurant, et d'autre part, c'est économique. Ça coûte moins cher de faire confiance dans l'OTAN plutôt que d'investir. Alors, est-ce qu'ils ont dans- raison, après tout? Le- Si c'est efficace et Alors, économique. Ils ont tort, je crois, à mon sens, sur 2 points. D'abord, que l'Amérique n'est jamais sûre, et de penser que, quoi qu'il arrive, même si on paye 5% de nos défenses, les Américains interviendront, c'est-à-dire risqueront la vie de soldats américains pour un petit pays, par exemple, de l'Union européenne. Penser cela, c'est quand même, à mon avis, contradictoire avec l'évolution à l'intérieur des États-Unis eux-mêmes, qui deviennent de plus en plus unilatéralistes. C'est pas simplement les dirigeants, il y a toute une évolution de l'Amérique qui est qu'on nous laisse tranquille, l'Amérique d'abord, et qu'on s'occupe pas du monde. Donc ça, c'est contradictoire avec ça. Donc les Européens ont tort de penser que l'Amérique sera toujours là. Et c'est contradictoire, ensuite, pour ceux qui y croient, avec le projet d'une Europe qui soit capable d'être un des acteurs puissants dans la mondialisation chaotique qui est la nôtre. Et donc, si on veut vraiment que cette Europe compte, aussi par exemple vis-à-vis du combat entre Israël et Gaza, pourquoi les Européens n'ont aucune importance? Parce qu'ils n'existent pas sur le plan diplomatique et militaire. Et donc, la voix de l'Europe ne compte pas. Donc, les Européens ne pensent même pas à essayer d'avoir une idée pour l'avenir. Mais si on veut que l'Europe compte et qu'elle ait des idées, qu'elle puisse intervenir, ne serait-ce que diplomatiquement, pas forcément avec son armée, mais ne serait-ce qu'avoir une idée géniale pour sortir Israël-Gaza de cette impasse totalement meurtrière qui est la leur, eh bien, il faut que les Européens acceptent de devenir une puissance politique. Et pour ça, il faut avoir un minimum de défense commune, il faut être crédible, quelle que soit la menace. Ça n'est pas, moi j'ai toujours dit, ça n'est pas la menace qui doit créer la défense européenne, et ça n'est pas non plus l'Amérique qui doit empêcher de la faire. Et c'est entre ces deux que les Français essayent de naviguer. Je trouve que jusqu'à maintenant, la France, et même sous ce président Macron,
maintenu le flambeau d'une Europe puissante, d'une Europe qui ne se laisse pas dicter sa conduite par les autres, mais c'est vrai qu'avec la peur qu'ont aujourd'hui les Européens vis-à-vis de la Russie, peur justifiée quand on est polonais, quand on habite dans les pays baltes, quand on est finlandais, on a raison d'avoir peur, parce que ce type est complètement délirant, eh bien tout ça ne facilite pas l'accès des Européens à l'autonomie stratégique, comme vous le disiez. Mais dans ce contexte, comment se fait-il que les Français aient tant de mal à convaincre leurs partenaires et voisins européens? Vous avez parlé tout à l'heure, Pierre Verluis, de la psychologie de l'Europe de l'Est, mais là, quand même, les choses bougent. Là, si vous voulez mettre le doigt sur les vrais sujets... si possible. Je veux bien, mais c'est pas forcément très agréable. Pourquoi est-ce que la voix de la France en Europe centrale et orientale porte peu? C'est ça la question. La réponse est parce que la France, comme les États-Unis, est d'abord porteuse de valeurs universelles, mais que l'universalisme des Français est, semble-t-il, moins attractif que celui des États-Unis, premièrement. Deuxièmement, la France est, de 1966 à 2008, un pied dans l'OTAN et un pied en dehors du commandement militaire intégré de l'OTAN, avec un positionnement particulier, et que sur l'Union soviétique et même la Russie post-soviétique, la France n'a pas été toujours d'une clarté évidente. Donc on s'en méfie. C'est aussi simple que ça. C'est que les pays d'Europe centrale et orientale peu de chance de ne devenir font le pas chef. Confiance à la France. D'accord. Et quand M. Macron, en 2019, envoie M. Pierre Vimon au feu pour tenter de dire, certes, il y a eu 2014 la Crimée, mais essayons de réinventer un chemin de dialogue avec la Russie, M. Vimon se fait bousculer dans toutes les capitales d'Europe centrale et orientale qui lui expliquent la vie. Mais en fait, il la connaît, il le sait, lui, parfaitement. En revanche, M. Macron, lui, a mis un peu de temps à comprendre. Alors, sur la position particulière de la France, il y a évidemment la dimension nucléaire, vous l'évoquiez tout à l'heure. C'est un argument en notre faveur ou finalement, ça ne joue pas, Nicolas Barrot? Ça déséquilibre le rapport à la défense des pays. C'est que pourquoi est-ce que la France a une petite armée? Parce qu'elle n'est pas menacée grâce à cette dissuasion. Donc on n'a pas besoin d'avoir des milliers de chars. On ne sera pas envahi. Mais les autres pays n'ont pas cette dissuasion. Donc ils ont besoin de plus de matériel conventionnel ou d'un parapluie. Mais la protection américaine, par son ampleur... Est-ce qu'il peut y avoir un parapluie français, un parapluie nucléaire français sur l'Europe? C'est envisageable? C'est tout le débat. On a vu l'évolution de président en président qui ont ajouté des codicilles aux doctrines françaises pour dire que les intérêts français avaient une dimension européenne. On imagine très bien que si Berlin est attaqué, la France réagira parce que les intérêts sont très imbriqués. Si c'est le cas de l'Estonie, c'est plus compliqué. Si Berlin est attaqué par une arme nucléaire? Oui. C'est ça le principe de la dissuasion nucléaire, n'est-ce pas? Pas forcément, par une attaque majeure qui met en cause les intérêts allemands. On sent bien que là, on serait utilisateur de l'arme nucléaire en premier ressort pour protéger un pays voisin et allié. Madame Liesotto. Non, la dissuasion... La dissuasion, c'est de ne pas utiliser l'arme en question. Et donc, la doctrine française, c'est qu'on n'a jamais défini le territoire sur lequel cette dissuasion s'appliquait. Et donc, la déclaration exacte d'Emmanuel Macron, c'est de dire que la France est un État doté d'armes nucléaires dont les intérêts vitaux ont une dimension européenne. Voilà. Il n'a pas changé la doctrine nucléaire. Mais la réaction du ministre de la Défense allemand, c'est de dire que le débat nucléaire est une escalade dans la discussion dont nous n'avons pas besoin. Non, ils n'en ont pas besoin parce qu'ils veulent à tout prix, comme d'autres, comme tous les autres, maintenir la couverture nucléaire américaine qui est nettement plus supérieure. Les Américains doivent avoir aujourd'hui, selon les derniers traités START, à peu près 300 têtes nucléaires stratégiques, 3000 têtes nucléaires stratégiques, et les Français 10 fois 280. moins. Voilà, 10 fois moins. Donc, les pays européens de l'OTAN n'ont jamais voulu, jamais. Et on a proposé plusieurs fois. Je crois que le premier président qui l'a proposé, c'était Chirac. Ensuite Sarkozy, ensuite Macron. On leur a proposé de discuter avec nous de la dissuasion française. Ils ont toujours refusé. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas affaiblir la crédibilité de la garantie nucléaire américaine. Maintenant, si cette garantie disparaissait, mais on ne peut pas savoir, parce que les Américains ne diront jamais « c'est fini, on ne vous couvre plus ». Ils seront ambigus. Mais si jamais l'ambiguïté augmentait, ou si jamais il n'y avait plus de garantie nucléaire américaine sur l'Allemagne, parce que c'est quand même ça la question, là il y a deux solutions. Soit l'Allemagne devient nucléaire,
pour se défendre, soit la France couvre nucléairement au moins l'Allemagne. Mmh. On n'en est pas là, on est loin d'être là. Et je pense que c'est peut-être pas utile aujourd'hui de clarifier un débat aussi sensible, aussi bien dans l'opinion française que chez nos partenaires. Mais il faut bien voir que si la couverture nucléaire américaine en Europe ne marche plus du tout, si on est certain qu'elle ne l'est plus, eh bien, il n'y a que deux solutions, le nucléaire national chez nos partenaires ou la couverture franco-britannique de l'Europe. Il y a quand même une interrogation, Oui, une interrogation au sein des Européens sur l'attitude de la France. On l'a vu quand le président était en Suède quelques semaines, il a été interpellé sur le sujet. Si jamais c'est là où il a passe dit... en Arctique, quelle est votre responsabilité? Donc il y a quand même chez les Européens... Ils ont peur. Ils ont peur, bien sûr. Il nous reste moins de 2 minutes. Juste une question. Est-ce qu'il faut souhaiter le réarmement de l'Allemagne? Est-ce qu'il faut le souhaiter en coordination étroite avec la France? Est-ce qu'il faut le souhaiter à la façon dont M. Scholz décidera de le faire? Est-ce qu'il peut y avoir un renforcement, un réarmement de l'Europe sans un réarmement de l'Allemagne, peut-être chef de file des Européens? Je ne crois pas qu'on peut faire sans Bernie l'Allemagne. Biermann. C'est notre premier partenaire économique, industriel. On a des liens très importants. Est-ce que la France, qui est finalement assez Oui. mal perçue dans le cercle européen de la défense, devrait s'effacer ou jouer en tandem avec l'Allemagne? Comment procéder là? Non, la France, elle a plusieurs options sur la table. Elle a le franco-allemand, elle a le franco-italien. Ça ne marche pas très bien le franco-allemand dans la défense. Ah, c'est difficile, c'est compliqué, oui. Oui. Ça prend du temps. Alors les autres options? C'est heurtant. Il y a le franco-italien aussi. On a des choses dans le naval, par exemple, Oui. avec l'Italie, dans le spatial, y compris militaire. On a des coopérations aussi avec les Britanniques, parce qu'on a des grandes entreprises françaises qui ont racheté des actifs au UK, en Grande-Bretagne. On a Pierre Verluis, pour vous? Ce qui est certain, c'est que l'Allemagne a un PIB, semble-t-il, un peu supérieur à celui de la France, des capacités budgétaires significatives, mais une forme d'hésitation, c'est le moins qu'on puisse dire, sur les questions géopolitiques et sur l'engagement stratégique. C'est un produit historique qui, dans un sens, a toute sa raison d'être. Et d'un autre côté, il faut aussi faire face au temps présent et à venir. Donc, si on vivait dans une Union européenne à peu près responsable, la France, l'Allemagne et la Pologne, qui ont toutes les trois des choses à dire, penseraient en synergie avec le Royaume-Uni, qui n'est plus dans l'UE, des bouts de solutions à partager avec les autres États membres. Bon. Perspective qui vous conviendrait, Madame Parfaitement. Liesotto? Moi, je crois qu'on a intérêt à un réarmement allemand dans un cadre européen. Et moi, je vais au-delà des 3. Moi, je pense qu'il faut un noyau dur des 5. Les 3 que vous avez cités, plus l'Italie et l'Espagne. Ces pays, à eux 5, ils font peut-être 90% du potentiel militaire de l'Europe. Donc, si on a un accord entre les 5, dans un cadre européen, je pense qu'on peut raisonnablement penser à une défense commune. Merci à tous les 4, cette perspective très intéressante. Il n'y a plus qu'à le faire, quoi, en quelque sorte. Il y a plus- Merci beaucoup pour vos réflexions. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous tous les mardis soirs à 22h30 sur Le Figaro TV, à 20h sur le site lefigaro.fr. Très bonne semaine à tous. À la semaine prochaine.